Je disais un peu, de façon un peu provocante presque, les nazis ont pratiquement gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à nous faire taire. Ils ont réussi à nous faire taire. Sur le domaine de la Shoah, en tout cas, on ne parle plus. On ne parle plus. Et il y a quelque chose ici, et non seulement on ne parle plus, mais on se retrouve avec, alors que les sages parlaient de tout, dans le Talmud et dans les autres endroits, parlaient de tout, on parle de tout, aussi bien des crimes, des vols, du mariage, de guerre, de tout, il n'y a pas un sujet. Là, tout d'un coup, il y aurait un sujet qui serait hors vocabulaire, hors d'atteinte du peuple de la parole. Jusqu'à dire, comme a dit Elie Wiesel, le langage est mort à Auschwitz. Alors le langage est mort. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça? Il dit que toute la langue ne veut plus rien dire maintenant, c'est fini. On parle, on utilise des mots, ils sont vides. Ils n'ont plus de sens. Leur vrai sens, il était là-bas, maintenant ça ne veut plus rien dire. Il y a certains rescapés qui disent, vous parlez d'un ami, c'est quoi un ami? Quelqu'un qui vous sauve la vie, quelqu'un qui vous tue, c'est quoi un ami? Vous parlez de faim, c'est quoi la faim? Vous savez ce que c'est? Vous parlez de l'eau, de la résurrection, des choses comme ça, vous savez de quoi vous parlez? Vous parlez du pain, et tous les éléments de l'air, du vent, de n'importe quoi, vous parlez de n'importe quel sujet. Il y a une rescapée de la Shoah qui disait, pendant 1 an, j'ai dû m'habituer, parce que quand je suis sorti du camp, je voyais tout sans masque. Je rencontrais quelqu'un, je disais, celui-là, il m'aurait tué. Je rencontrais quelqu'un, celui-là, il m'aurait sauvé. C'est pas, je l'aime, je l'apprécie, on a des discussions ensemble, on passe un bon moment. Il m'aurait tué, ou il m'aurait sauvé. Il n'y a pas entre les deux. Ça n'existe pas. Ça, c'est une sorte de vision du monde absolument, ce qu'on appellerait le din absolu. Le monde radical, absolu, complet. Brisure des vases, complet. Alors elle a dit, j'ai mis 1 an pour me mettre des lunettes de soleil et des voiles et commencer à parler et faire semblant que je ne voyais plus, etc. Et Elie Wiesel, à un moment donné, dans un de ses écrits, il dit, on fait semblant de vivre pour vous faire plaisir. Mais on ne vit plus, on n'est plus vivant. Comment on peut dire on n'est plus vivant, il est devant? Oui, mais survivant. Mais là, carrément, l'idée, c'est on n'est plus vivant. On est devant vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de rescapés qui se sont suicidés. Et la manière dont ils se sont suicidés, c'est en quelque sorte, biologiquement, on va mettre en adéquation ce qu'on est déjà. On est déjà mort, de toute façon. C'est-à-dire, il y aurait des gens qui seraient déjà des gens vivants, mais qui, d'un certain point de vue, auraient déplacé la mort. Je ne peux pas trop rentrer ici, mais si vous voulez, ça a été étudié. Il y a des personnes, par exemple, il y a les camps, il n'y a plus de langage après Auschwitz, ça va très loin. Toute la langue a perdu son sens. Et dans ce cas-là, les nazis, d'une certaine manière, ont réussi leur coup, parce que nous, on est porteurs du sens. On dit que le monde a un sens, on étudie le monde, on étudie le sens du monde. Mais s'il y a eu un événement du monde qui est hors monde, hors sens, ça prouverait que l'insensé existe. Et nous, on ne peut pas supporter ça. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas supporter que la parole n'ait plus de sens. Et en tant que juif, je ne peux pas supporter que le monde n'ait plus de sens. Même si ça ne s'est passé que 12 ans, un monde insensé. Vous comprenez qu'un des grands enjeux de notre identité, c'est de montrer au monde, montrer aux gens du monde, que le monde a un sens. Et un des grands enjeux de Amalek, c'est de montrer que le monde est insensé. Si le monde est insensé, il n'y a pas de problème. Je prends la parole de Dieu, il n'y a aucun problème. Et là, je dirais que tout ça, c'est encore plus profond que les choses n'en ont l'air. C'est que, en fait, et ça a été le travail vraiment que j'ai mené, c'est que contrairement aux apparences, les rescapés ne parlent pas, ou les rescapés ont dit c'est indicible, etc. Eh bien, en réalité, je vais vous dire, c'est comme une hypothèse d'école que je vais lancer. C'est comme si, je vois ça, comme si la prophétie, d'une certaine manière, avait été réactivée sans qu'on s'en aperçoive. C'est un peu scandaleux de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on veut souffrir la même souffrance, mais c'est comme si ces témoignages seraient une sorte de langage collectif, de la même manière que la prophétie d'Israël est une prophétie collective. Ce témoignage serait un langage collectif. Je vous donne juste quelques exemples, et puis après je m'arrête là, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Quand quelqu'un parle de son expérience dans la vie, il va vous dire, voilà, j'ai été au kiosque, j'avais rendez-vous à telle heure avec telle personne, j'ai attendu, j'ai eu une inquiétude, il y a une voiture qui a fait un grincement de roue, il y a eu un accident, et puis il va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis il y a une autre personne qui va vous raconter, moi je venais de là, et puis tout d'un coup il y a une voiture qui a passé, j'ai vu aussi l'accident. Bon.
Alors il peut y avoir une dizaine, une quinzaine de personnes qui vont vivre à peu près la même chose. D'ailleurs, Hitchcock l'a fait dans un de ses films, mais en fait, c'est pas du tout la même chose qu'il a vécu. Il a vécu des choses, mais bon, c'est tout à fait des facettes différentes. S'il y a eu un accident, on va s'intéresser à la chose, et puis on va avoir différents témoignages, on va dire, tiens, c'est intéressant, l'angle de vue, et comment un même événement, qu'est-ce que c'est que la réalité, en fait? La réalité, c'est le pulse de toutes ces choses-là. Mettons qu'il n'y ait pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'accident, il y a juste une voiture qui a tourné. Qui est-ce qui va s'inquiéter qu'une voiture ait tourné? Moi, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. J'étais un peu en retard. Je me suis rendu compte que la voiture a tourné parce qu'elle m'a retardé dans ma route. Mais celui qui est à côté, il s'en est pas rendu compte, personne ne fait attention à ça. Et toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est des milliers de réalités que tous les gens voient éparpillées d'un droite à gauche, mais que personne n'analyse, parce que, à part quand il y a vraiment un élément qui fait converger les regards, alors il y a quelques regards là-dessus. Dans les camps, vous avez 100 000 personnes qui vivent la même chose en même temps. Le lever, 3 heures du matin, aller aux latrines, enfin bref, un certain nombre de choses, la soupe, en même temps. Camp de Birkenau, 100 000 personnes prennent la soupe en même temps. Même rituel, même bidon, même louche, même coup, même chaîne, même tout. Et les rescapés, ils vous racontent ça. Chacun raconte ça. Vous avez 100 personnes, 150, 200 personnes qui vous racontent la même chose. En général, les gens qui étudient l'univers des camps, au bout de 1 ou 2 témoignages, ils disent, bon, ça va, on sait ce que c'est, la soupe, ça se passait comme ci et comme ça. Comme Elie Wiesel a dit que la langue a disparu, j'ai dit, non, moi, je voudrais faire l'excès inverse. Puisqu'il dit que la langue a disparu, on va dire qu'il a raison. Que notre langue, elle est vide, et que la seule langue vraie, c'est la langue au camp. Et donc mon système, ça a été d'étudier le fonctionnement interne de la langue du camp. Et quand j'avais 250 personnes qui parlaient d'aller prendre avec leur gamelle une soupe, j'ai regardé 250 témoignages sur prendre une soupe avec la gamelle. Et même s'il y avait qu'un mot qui changeait à chaque fois, j'ai regardé quand même les 250. Et j'ai fait ça pour un certain nombre de choses du camp. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte de quelque chose de tout à fait incroyable. La réalité n'est plus la même. Quand 250 ou 300 personnes parlent de la même chose, la chose change complètement de sens. La soupe n'est plus de la soupe. La soupe n'est plus de la nourriture. La soupe est à la fois une monnaie d'échange, est à la fois une manière d'imposer son pouvoir, une lutte interne, des tas de choses qui apparaissent à l'intérieur de ça. Quand vous passez une porte, je prends un exemple par exemple, quand vous allez de cette salle au couloir ou au retour, vous passez négligemment une porte, on vous a dit il y a une mezouza. Tiens, mezouza, bon. La mort qui zouze. Bon, et alors, une mezouza, quelle importance, passer d'une salle à une autre. Quand les déportés ils passent d'une pièce à une autre, du bloc à dehors, c'est-à-dire qu'ils passent par une porte, vous avez 300 personnes qui passent par une porte en l'espace de 5 minutes. Comme un match de foot énorme avec tout le monde qui veut sortir. Vous savez ce qui se passe dans cet endroit de la porte? Vous savez ce qui se passe là-dedans? C'est comme si, je vais vous dire un petit peu, c'est comme si c'était un sas pour aller dans l'espace, mais on l'avait supprimé. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir première porte, changement de tension, changement d'atmosphère, fermeture de la porte, ouverture de la deuxième porte, nouvelle atmosphère qui vient, le temps pour s'habituer, on sort. Vous comprenez, on passe d'un monde à un autre comme ça. Et bien là, c'est des passages d'un monde à un autre avec des pressions, avec des lieux de sas comme ça, des lieux de mort aussi, parce que dans cet endroit-là on meurt, parce que il faut sortir vite, etc. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le monde qui est dans le camp, comme il est décrit de la manière dont il est décrit, au début je me suis dit mais c'est un monde extraterrestre, et au fur et à mesure où j'étudiais, je me disais mais c'est notre monde à nous. Seulement nous on le voit plus. Moi, quand je passe d'une pièce à une autre, je ne m'aperçois pas que je suis passé d'une pièce à une autre. Et quand j'ouvre une porte, et que de 2 espaces, je fais un seul espace, je ne m'en aperçois pas. C'est pas grave. Quand il y a une voiture qui tourne, je ne m'en aperçois pas. Quand il y a de la soupe qui a telle allure ou telle eau qui est tel truc, mais je ne m'en aperçois pas. Parfois, quand on est malade, on ne peut pas manger pendant des jours, alors après, quand on remange, tout d'un coup, tiens, c'est bizarre, je ne savais pas que la nourriture, ça avait un tel... Parfois, on a ces petites choses-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que
même ce combat-là, les nazis n'ont pas gagné. C'est-à-dire que cet indicible, cette langue-là, ce langage collectif, c'est un langage qu'on doit découvrir. C'est un langage qui est à découvrir. Il faut lire les témoignages. Parce que ce langage, c'est en fait comme si c'était le langage d'un monde absolu, radical, total. Un monde où le bien et le mal n'existent pas. Il a été remplacé par la vie et la mort. Vous comprenez que dans notre vie à nous, tous les actes qu'on fait, c'est ou un peu bien ou un peu mal, ou je vais vers le bien ou je vais vers le mal. C'est l'image racidique de chacun est au milieu et fait basculer le monde vers le bien et le mal. Ben dans le camp, il n'y avait pas le bien et le mal. Il y avait la mort et la vie, beaucoup plus visible. Et donc d'une certaine manière, ça aussi, ça fait partie de notre identité. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait eu dans notre identité cette zone terrible, une sorte de laboratoire de monde absolu et radical. Et ce que je prétends depuis 20 ans, pas trop fort, parce qu'au début je le disais très fort, mais je crois toujours autant, c'est que tant que de façon sérieuse, le judaïsme traditionnel et les penseurs du judaïsme traditionnel n'étudieront pas ce qui s'est passé pendant ces 12 années, avec le même sérieux qu'ils étudient la Torah, même si les Havdil, c'est pas pareil, tant qu'ils n'étudieront pas le moindre mot qui est prononcé par ces rescapés, avec le même sérieux que Rashi décortique les versets, alors il va, à mon avis, nous manquer quelque chose de la connaissance du monde pour aborder la Géoula. Parce que la Géoula, qu'on nous annonce, je ne la connais pas, mais elle n'est pas non plus très grise. Elle est un peu en noir et blanc. Elle est un peu, même s'il y a des talirs, il y a ce qu'on veut. Mais on approche quand même de ce qu'on appelle l'heure de vérité. L'heure de vérité. D'une certaine manière, le fait d'avoir eu cette expérience-là, c'est comme si, on va dire comme ça, je vais lancer une dernière chose, c'est comme s'il y avait eu une réactivation de la prophétie qui est tellement forte que personne ne veut l'entendre. Que même ceux qui le disent ne savent pas qu'ils sont prophètes. Parce qu'ils sont qu'une parcelle du message. Voilà, ça c'est à ce niveau-là que je voulais placer les choses par rapport à notre identité. Vous voyez qu'on peut voir la Shoah comme quelque chose de très superficiel, un morceau de notre histoire, un moyen de faire un peu d'éthique, de morale, mais on peut le voir aussi quelque chose qui interroge notre identité au plus profond, et pas pour la démoraliser. Là, j'espère que j'ai été bien compris. Pas pour la démoraliser, pour se confronter à la réalité, pour que notre identité, elle prenne, comment dire, le corps qu'on lui refuse jusqu'à présent. Voilà. Des questions? C'est bon? Allez-y. Avant la Shoah, nous avons quelque chose avec une dimension différente, mais avec une taille aussi énorme qui a été l'Inquisition. Comment on peut dire qu'après l'Inquisition, on vient à la Shoah, après la Shoah, il y a l'Ouganda, le Cambodge, la Yougoslavie, il y a toute une sorte de Shoah un après l'autre. C'est vrai que ça fait partie aussi d'une Géoula, aussi pour l'Élohim, ou seulement pour nous. Parce que beaucoup de fois, il y a un juif qui parle dans la télé de la Shoah, etc., et vient un goy et dit, mais vous parlez seulement de votre Shoah. Alors, les autres Shoah du reste du monde, comme ça se passe. Déjà, pardon? Ah, je répète sa question parce qu'on l'entendra comme ça au micro, d'accord. Donc, vous parlez, vous essayez de replacer ça dans les... Vous dites les autres Shoah, je pense que vous parlez de génocide, hein. Vous employez le mot Shoah, mais comme si c'était un synonyme de génocide. D'accord? Donc, génocide, bon. Donc, il y a des massacres, il y a des génocides, il y a des Shoah, enfin, disons. C'est ce que vous dites. Il y a eu l'Inquisition, et puis il y a eu aussi le Cambodge, le Rwanda et d'autres choses. Donc, est-ce que c'est simplement quelque chose qui s'inscrit dans l'économie de l'histoire des Juifs, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'économie mondiale, l'économie de tous les peuples? Alors là, je voudrais... Alors là, vous abordez de... Parce qu'il y a aussi une dimension d'Amalek dans tous ces types de génocides, une chose qui ne s'explique pas. Alors, il y a d'abord quelque chose qui est important pour moi.
c'est que je ne tiens pas a priori à mettre la Shoah comme une sorte de événement sacré qui n'aurait que son mot, que son langage, que sa vitrine, et qui ne peut être comparé à rien d'autre. Pourquoi je ne peux pas dire ça? Parce que l'esprit se refuse à ne pas comparer. L'esprit se refuse à ne pas comparer. C'est-à-dire que même Dieu qu'on ne peut pas comparer, alors on répète à la longueur de temps qu'on ne le compare pas, mais quand même on a des attributs de Dieu, on a sa bonté, on a sa rigueur, on essaie quand même d'avoir des points, parce qu'on peut pas vivre sans comparaison. Vis-à-vis des autres nations, c'est plus que là, c'est éminemment scandaleux de ne pas comparer, parce qu'il y a une sorte de rancœur, c'est-à-dire que les peuples du monde imaginent que les Juifs se trouvent incomparables. Pas incomparables dans le sens classique de « je suis plus beau que les autres », mais je ne suis pas comparable avec les autres. Cette altérité, on n'arrive pas à la faire passer. Je sais que quand j'ai commencé mes séminaires avec des enseignants non juifs, je disais « ah oui, vous savez, ici c'est pas pareil, ici c'est pas pareil ». Ils me disaient « ouais, d'accord, c'est pas pareil, on a compris quoi ?» On a compris, arrêtez avec vos « c'est pas pareil », c'est pareil, tout est pareil et tout va être comparé. Alors, c'est un sujet très très difficile. Le Rav Ashkenazi, un jour, il nous avait fait un cours d'ailleurs sur la Shoah, Yad Vashem, et il avait dit que parfois, il y a des différences quantitatives, en chimie par exemple, qui font qu'on arrive à une différence qualitative. C'est-à-dire qu'on on va ajouter des gaz et des gaz et des gaz, on va arriver à un liquide, ou on ajoute des solides, on va arriver à un gaz, ne serait-ce parce qu'on a fait une différence quantitative, tout d'un coup, paf, on est passé à la différence qualitative. Et quand on est passé de la différence quantitative à qualitative, c'est plus comparable. C'est plus comparable. Oui, je vais y venir, bien sûr. Donc, une des choses, donc ça existe dans la réalité. C'est-à-dire qu'on sait que dans la réalité, on peut comparer certains éléments, et que parfois, ne serait-ce que parce que c'est un peu plus, ça passe à carrément autre chose. Alors, il nous avait donné l'idée que peut-être le peuple juif, il est paroxysmiste de beaucoup de choses. Il est au paroxysme, il est absolu de tellement de choses, que pour lui, ça change de nature, les choses. En vérité, on pourrait dire, non, ça n'a pas changé de nature, c'est juste un peu plus, c'est juste beaucoup plus, c'est juste beaucoup, beaucoup plus. Mais si on regarde ça vraiment au microscope, on va se rendre compte que c'est au niveau du changement de nature. Et quand on regarde, c'est typique, les génocides et la Shoah, c'est vraiment d'une autre nature. Parce que les génocides rentrent dans les conflits. C'est des conflits contre des civils, c'est des conflits sauvages, c'est des conflits collectifs, mais ça rentre dans l'idée des conflits. La Shoah rentre dans l'idée de l'idéologie nazie. Et là, j'ai simplement dévoilé des aspects de l'idéologie nazie, mais comprenez bien que si vous placez, on ne peut pas placer dans les niveaux des conflits la Shoah. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont été raflés de toute l'Europe. On a été chercher un Juif dans une île grecque. Un. On a été chercher 200 à 300 Juifs dans les montagnes. On a été chercher 2 à 3 générations de convertis au christianisme pour retrouver un arrière-grand-père ou un grand-père juif. C'est pas un peuple qui lutte contre un peuple et puis le supérieur il va décider qu'il peut tuer toute la population civile avec. Il ne s'agit pas de ça, c'est une idéologie de départ, d'effacement. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même dimension. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être insensible à tout ce qui se passe. On est sensible au conflit, on est sensible au génocide, c'est-à-dire à ceux qui s'attaquent aux civils. D'ailleurs, entre parenthèses, les Juifs, ils sont bien placés pour savoir qu'on puisse s'attaquer aux civils, parce que la guerre du terrorisme, elle vise Israël avant tous les autres pays. Donc on sait ce que c'est que des gens qui tuent des civils et des enfants, etc., sans problème. Donc on est sensible à ça. Mais je pense que c'est important. Si vous voulez dire que la Shoah et les autres c'est des Shoah et que c'est tous des Shoah, etc., moi je dis non. Il y a des génocides, ça rentre dans une certaine histoire du monde, ça rentre dans un certain nombre de conflits. La Shoah a d'autres critères. Alors que ces critères, ce soit que peut-être parce que c'est plus ceci et plus cela, je veux bien. Mais au bout du compte, plus, ça donne quelque chose de nature complètement différente. Je vais poser une question. En fait, il y a eu le génocide, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a les Alliés, enfin les Américains qui étaient au courant, mais ils savaient ce qui se passait. Oui. Et alors pourquoi ils sont intervenus beaucoup plus tard, alors qu'ils connaissaient bien la réalité des... Bien, très bien. Écoutez, pardon ?
Oui, pardon. Donc pendant la guerre, il y a eu le génocide contre les Juifs, il y a eu la Shoah, et beaucoup de gens étaient au courant, notamment les Alliés, et a priori, ils n'ont rien fait pour arrêter ça, et comment on peut l'expliquer. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. D'abord, premièrement, tout historien vous dira que il faut se méfier de l'anachronisme, c'est-à-dire que ce que vous savez aujourd'hui dans les proportions que vous les connaissez, que vous connaissez les choses, il faut les remettre dans la situation. Je vous donne un exemple. Pendant la guerre, il y a quelque chose qui s'appelle l'intox, c'est-à-dire les vraies nouvelles et les fausses nouvelles. C'est une guerre. Aujourd'hui, on parle de la désinformation comme étant une guerre. Pendant la guerre même, il y a ce phénomène d'intox. Donc, vraies nouvelles, même au plus haut degré de l'État. Parce qu'il y a les services secrets, il y a les espions, et puis il y a le contre-espionnage qui lit les messages des espions. Et comme les espions sachent qu'on lit leurs messages, donc il y a des faux espions qui envoient des faux messages, des faux vrais messages, etc., etc. Il y a tout un système comme ça. Donc, ça c'est la première chose. C'est ce premier contexte historique, il faut le comprendre. C'est pas si clair, si visible, si facile, on a le journal qui nous dit l'information. Mais quand même. Fin 1941, début 1942, 700 000 Juifs tués en Pologne, le monde le sait déjà, à tel point que l'Encyclopédia Britannicus, qui fait chaque année sa remise à jour, le mentionne dans la version de 1942 ou 43. Je ne me souviens plus exactement. Donc, en 43, c'est sûr que non seulement c'est connu de tous les chefs d'État, etc., mais c'est même connu de gens qui consultent l'encyclopédie de mise à jour de la dernière année. Et là, il faut bien comprendre, et je cherche ni à excuser, ni à juger, il faut bien comprendre la complexité des choses, elle est très multiple. Je vais vous donner quelques exemples. Il n'y a qu'un seul train de déportation qui a été arrêté par la résistance. C'est le train qui a été arrêté par, je crois que c'est le 22e convoi, je ne me souviens plus le numéro, mais par la résistance belge. Le train est parti de Malines pour Auschwitz, il a été arrêté par la résistance belge, des Juifs qui faisaient partie de la résistance ont imposé l'opération, et donc il y a des gens qui sont sortis du train, qui se sont échappés, qui ont été tués, d'autres ont été ramenés, etc. Je crois qu'il y a eu à peu près, une douzaine de personnes qui se sont échappées, et il y a eu pas mal de tués, et ensuite le train est reparti. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'après, lors du parcours jusqu'à Auschwitz, il y a eu encore près de 50, je ne sais plus exactement le nombre, mais une cinquantaine d'autres personnes qui se sont échappées du train. J'ai entendu une histoire comme ça, en fait, c'était un convoi qui partait de Drancy pour Auschwitz. Oui. Et dans le convoi, en fait, il y avait un ancien boxeur, il a réussi à casser le... Oui, les lattes de bois, oui. Oui. Il y en a quelques-uns qui ont suivi et d'autres qui n'ont pas voulu les suivre. Oui. Donc tous ceux qui sont partis, aujourd'hui, sont tous survécus. Oui. Et malheureusement, tous ceux qui sont restés dans le convoi... Oui, alors attendez, on va venir, parce que là je vous parle d'autre chose. Là je vous parle pas des échappées, des évasions. Il y a eu des évasions, on va en reparler, si vous voulez. On va en reparler parce que c'est un point important. Mais là, je vous parle de quelque chose de l'extérieur qui est venu, puisqu'on parle des Alliés ou de l'extérieur. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu à peu près 50 après qui se sont, puis s'échapper après. Quelle a été la conclusion de cette opération de la résistance? Plus jamais on attaque de train de déportation. Pourquoi? Le résultat ne vaut pas le coup. Il y a trop de morts, trop peu de libérés, et puis finalement, et ça vous retenez bien ça, on ne sait pas vraiment ce qui va leur arriver. Est-ce qu'ils vont être tous tués en arrivant? Est-ce qu'ils vont aller au travail? Est-ce que les enfants vont être protégés? On ne sait pas vraiment. Donc, il y a ce premier aspect qui fait que si tout avait été su dans le détail vraiment des choses, peut-être que les décisions auraient été prises. Mais non seulement ça, mais même le fait que 50 autres vont pouvoir se libérer grâce à cette opération, même les résistants, ils ne le sauront pas. Ce sera seulement après la guerre. Maintenant, pour ce que vous dites par rapport aux gens qui se sont échappés des wagons. Les wagons étaient en bois. C'était facile de s'échapper. Il s'agit de casser les lattes et passer par en dessous et se mettre comme ça et passer entre les bras. C'était difficile quand même, mais c'était faisable. Certains l'ont fait. Il y a eu pas mal d'évasions. Il faut savoir qu'il y avait des guérites. Tous les 2 ou 3 wagons, il y avait une guérite qui était posée sur le wagon avec une sentinelle quand même. C'était pas si possible. Au départ, il y avait la menace. S'il y en a un qui manque à l'appel à l'arrivée, tout le wagon est fusillé. Si moi je vous dis ça, vous nous direz bon ça va, on a compris. Mais si vous avez vu des fusillades avant, et si vous savez que quand un Allemand vous dit bon t'as fait ça, on te tue, tac et il tue, et vous l'avez vu de vos propres yeux plusieurs fois, vous rigolez pas avec ça. On vous dit qu'on va faire l'appel.
Donc il y avait une sorte de police interne qui faisait que parfois des jeunes s'évadaient, mais quand le wagon commençait à s'en rendre compte, les autres les empêchaient de s'évader. Parce qu'ils disaient on ne veut pas être tué, etc. Et j'ai lu plusieurs témoignages là-dessus, et une chose très intéressante, c'est que il y avait des arguments des uns et des autres. Mais non, ils ne tueront pas tout le monde, mais ceci, ceci. Au bout du compte, l'argument qui tenait le plus et qui empêchait les gens de s'évader, c'était mais qu'est-ce que vous savez de ce qui va nous arriver? Est-ce que vous êtes sûr que vous nous mettez tous en danger, si ça se trouve on va s'en sortir? C'est ce que j'appellerais une sorte d'espoir. C'est-à-dire d'une certaine manière, l'espoir à certains moments est contre-productif parce que la nature humaine veut nous faire espérer, mais elle nous enferme dans un piège. Maintenant, c'est sûr qu'il y a les Américains, les Juifs américains sont allés voir Roosevelt, ont voulu que les voies ferrées soient bombardées pour arrêter les trains, parce que vers l'année fin 43, c'était sûr qu'il y avait des chambres à gaz, tout le monde était au courant de ça. Enfin, en tout cas, tous les dirigeants d'État étaient au courant. Des usines ont été bombardées à 3 ou 4 kilomètres d'Auschwitz, à Monowitz, mais pas les rails, alors que les rails auraient pu être bombardés. Quelle est la raison? La raison officielle, pas des Américains mais des Anglais, parce que c'est la Royal Air Force qui centralisait toute l'armée de l'air. C'est les Américains pour l'armée de terre, mais c'était la Royal Air Force pour l'armée de l'air. La raison qui a été donnée, c'était que ça pouvait entraîner des pertes trop grandes de nos pilotes, et on avait besoin des pilotes. Deuxième raison, c'était que nous n'avons que des objectifs militaires urgents, parce qu'on veut arrêter la guerre le plus vite possible, et la mort des Juifs s'arrêtera avec la fin de la guerre. Donc de toute façon, c'est une stratégie. On ne veut pas éparpiller nos forces parce qu'on veut arrêter la guerre le plus vite possible. Et puis il y a une autre raison qui a été aussi donnée, moins officielle, mais surtout vers l'année 43, bien avant la fin de la guerre, qui est la raison suivante, qui est que on ne veut pas faire de la Deuxième Guerre mondiale une guerre juive. Hitler a dit que c'est une guerre juive. Hitler a dit au Reichstag, si le judaïsme mondial m'attaque, je me défendrai. C'est la légitime défense. La Deuxième Guerre mondiale, dans la bouche de Hitler, c'est une défense contre l'attaque du judaïsme mondial. Pourquoi? Parce que le judaïsme mondial avait fait le boycott, parce que les Juifs avaient condamné Hitler. Alors il a dit, voilà. Donc, les Américains ne voulaient pas, parce que si on visait des objectifs juifs, alors les soldats arrêteraient de se battre, purement et simplement. On n'est pas là pour se battre pour les Juifs. Pour vous dire à quel point l'antisémitisme était présent dans les rangs même des Alliés. Donc ça a été un argument. Et puis il y a d'autres choses, d'autres arguments qui sont des arguments de la politique pure en guerre. Je vais vous donner un exemple le plus honteux et inadmissible. Les Russes ont attendu plusieurs mois avant de continuer leur offensive. Ils étaient à quelques kilomètres du camp de Majdanek et après à quelques kilomètres du camp d'Auschwitz-Birkenau. Ils ont arrêté leur offensive. Ils se sont croisés les bras. Qu'est-ce qu'ils ont attendu? Ils ont attendu que les Allemands massacrent les Polonais. Ils ont attendu que la révolte, pas du ghetto de Varsovie, mais la révolte de la ville de Varsovie, soit écrasée par l'Allemagne pour pénétrer. Pourquoi? Parce que les élites polonaises communistes avaient rejoint les Russes et les élites polonaises non communistes, catholiques, légitimistes, etc., fascistes, en quelque sorte aussi fascistes, mais disons, devaient être supprimées pour la nouvelle Pologne. Parce que la nouvelle Pologne, c'était une des pièces du nouveau monde pour les communistes. Vous savez que dès 1944, à Yalta, le monde a été partagé. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas finie, que déjà la guerre suivante, par les deux blocs, la guerre froide commençait en quelque sorte. Enfin, c'est pas vraiment la guerre froide. Oui, 45, oui. Mais je veux dire, c'est avant la fin de la guerre. C'est avant que la guerre soit terminée. D'accord? Donc, je ne sais plus la date exacte, hein, mais c'est après, mais bon, donc c'est avant la fin de la guerre. Ça veut dire que déjà, avant que la guerre soit terminée, déjà les deux blocs commençaient leur préparation. Et les camps n'ont pas été libérés, le camp de Majdanek et le camp d'Auschwitz-Birkenau n'ont pas été libérés avant, tout simplement pas pour laisser mourir les Juifs, mais parce qu'il fallait d'abord que l'élite polonaise meure pour que ce soit une élite communiste polonaise qui prenne le pouvoir après. Donc vous voyez, il y a des tas d'informations comme ça. Et la dernière que je voudrais dire,
c'est peut-être la plus bizarre, c'est l'étonnement de Roosevelt quand il arrive dans les camps et qui dit « Mais je ne savais rien, je ne savais pas ». Et pourtant, il savait tout. Il avait tous les rapports, toutes les données. Alors je vais vous raconter une histoire que m'a raconté un historien français. Il a fait une étude sur les éclaireurs israélites de France pendant la guerre, qui résistaient. Et il a posé la question à un ancien chef des éclaireurs israélites de France, à quel moment vous avez su ce qui s'était passé dans les camps? Et l'homme lui dit, il s'appelle Bouli, cet homme-là, c'était son nom de toté, et il dit, à la Libération, quand on a vu les photos, on a vu, mais c'était terrible, à la Libération. À la Libération. Comment? Au début 1944, à peu près, il y avait des journaux clandestins des éclaireurs israélites de France. Tu as écrit toi-même un article dans le journal clandestin, tu décris exactement ce qui se passe dans les camps avec les gazages et tout. Et tu me dis que tu l'as appris qu'à la Libération? Moi, j'ai dit ça. Il regarde le journal. Ah, oui, ça c'est un truc que j'avais entendu à la BBC, que j'ai retranscrit, que j'ai écrit. Mais c'est qu'à la Libération que monsieur... Non. De quoi s'agit-il? Il savait ou il ne savait pas? Roosevelt, il savait ou il ne savait pas? Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir tant qu'on ne les a pas en face de soi. Même si théoriquement on les a, même si on transmet l'information, mais c'est juste une transmission qui passe comme ça. Donc, d'une certaine manière, encore une fois, je veux dédouaner personne, excuser personne, mais il faut remettre tout ça dans son contexte. Il y a des raisons sales, des raisons antisémites, il y a des raisons de géopolitique, de basse politique pour faire tuer les uns, avant de prendre le pouvoir, etc., qui ont fait qu'on n'est pas venu au secours des Juifs. Mais il y a aussi des tas de raisons, géostratégie, des tas de raisons psychologiques même, qui fait qu'on n'est pas venu au secours des Juifs. Est-ce qu'on peut expliquer l'incapacité du Mongol et des autres peuples à pouvoir réagir à la Shoah? C'est aussi une question de dire qu'ils n'ont peut-être pas la sensibilité, parce qu'il n'y avait que le peuple juif qui était capable de supporter aussi l'insupportable, entre guillemets, car il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont enduré ce que le peuple juif a enduré. Les épreuves, elles sont données au peuple juif. C'est donné aussi. Donc, vous voulez dire... Pour moi, la vraie perversion, la subversion, en tout cas du nazisme, c'est d'avoir en effet joué la fausse ère mécanique dans le sens opposé. Oui. Vouloir libérer un peuple qui n'est en plus même pas le bon peuple qui doit libérer le monde, et plutôt le peuple qui voulait anéantir le monde, oui. à commencer par le peuple qui se disait des auteurs du message de libération de ce monde, et en plus qui forçait les autres nations à jouer le rôle que les Juifs devaient eux seuls, auquel les Juifs, le rôle qui leur était incombé. C'est-à-dire qu'on demande maintenant à Roosevelt moi je trouve que les questions qui ont été données jusqu'à maintenant, elles sont périphériques au problème. Pourquoi? Elle s'écarte du centre. La véritable question du choix, c'est le peuple juif. Je pense que Hitler a tout à fait raison de dire que c'est une guerre contre les juifs, parce que c'était une guerre contre le judaïsme. Pour toute la raison que vous avez dit, vous avez donné. Mais attendez, recentrez la question. Recentrer la question en disant que si on doit vraiment retirer quelque chose de cet événement historique qui est en effet un événement qui en effet on doit retirer toutes les leçons de cet événement, c'est du peuple juif essentiellement pour moi, enfin pour l'instant. C'est ma lecture en tout cas de la Shoah. C'est-à-dire qu'en fait, la réaction des goïms m'apporte presque peu. C'était évident qu'ils n'allaient pas être à la hauteur de l'insupportable. Ah, d'accord. Oui, donc je repose la question. Donc, les questions qui sont posées autour de pourquoi ils n'ont pas fait plus, pourquoi ils n'ont pas intervenu, des Hagab, entre parenthèses, il faut parler de tous les Chassidé Omotaolam, c'est-à-dire des gens qui ont sauvé des Juifs même au péril de leur propre vie. Donc il y a eu ça aussi. Mais d'après ce que vous dites, donc ces questions, elles sont périphériques, mais elles ne sont pas la réelle question. D'après ce que vous dites, la Shoah, les nations ne pouvaient pas faire autrement que d'être insensibles à ça, parce que justement le peuple juif a une place particulière. Une place particulière que lui seul pouvait ressentir. Je ne sais pas si... Déjà on peut... Une fois j'ai entendu quelqu'un qui, dans une conférence, il y avait un prêtre et puis un rabbin, tout ça, et a dit d'une certaine manière, finalement ça devait être les chrétiens qui subissent la Shoah. Pourquoi? Parce que si les chrétiens sont le peuple rédempteur, si c'est eux qui sauvent le monde, si ce sont eux le fusible de l'humanité, c'est eux qui auraient dû sauter, comme il y a eu il y a 2000 ans. Donc la Shoah, ça prouve que quand le monde y doit sauter,
quand il y a quelqu'un qui doit être le peuple rédempteur, on a visé les juifs, on n'a pas visé les chrétiens. Donc d'une certaine manière, il y a... C'est que les chrétiens auraient dû jouer un rôle à ce moment-là. Oui, oui. Les chrétiens auraient dû dire, mais non, mais bien sûr, les chrétiens auraient dû dire, mais non, mais c'est nous la garantie de la non, du non-paganisme. C'est-à-dire que Hitler, c'est un monstre. Hitler vise celui qui l'empêche de faire ses monstruosités, mais ça devrait être nous qui sommes visés, nous les chrétiens. Il n'a pas mis en même temps la Shoah, c'est un aspect pré-messianique. Il a double aspect pré-messianique, un petit peu dans la continuité de cette question. Ouais. C'est le fait de révéler, vous avez parlé de prophétie, de retour à la prophétie, c'est de révéler par la violence, parce que c'est la violence, la prophétie c'est violent, la lumière c'est aussi bien la violence obscure, enfin la violence absurde, la violence barbare et atroce, mais la violence de la lumière, quand on a été habitué à vivre dans l'obscurité pour des années, la galoute, ou même la métaphore de la caverne, l'allégorie de la caverne d'Aristote, c'est justement d'arriver à comprendre cette violence, la prophétie, qui est la lumière, et la lumière du peuple d'Israël, même pour le peuple d'Israël lui-même, dire des choses, même vraies, au nom de Dieu, c'est violent, c'est violent. Et cette violence-là a été remise au bout du jour, si je puis me dire, malheureusement par cet événement tragique. Et là, en effet, c'est un échec du christianisme, en ce sens que c'est la preuve même que le peuple chrétien, s'il y a un peuple chrétien, n'est pas le même aujourd'hui. D'accord. Donc il n'y a que le peuple juif, à condition qu'il joue son rôle. D'accord. Alors, d'accord, ça c'est un des éléments. Je voudrais revenir là-dessus, pour rapport au christianisme. Dites-moi, parce que ça complète, vous parlez de Herman. Herman était un catholique, mais ça que je voulais demander, c'est, on sait aujourd'hui qu'il y a aussi des petits champs de concentration dans les pays arabes qui ont collaboré avec le régime naziste. On sait que les Arabes ont essayé de dire maintenant il y a un prophète qui c'est Mohammed et il n'y a pas de prophétie juive, point final. Peut-être il y a un jour une Shoah musulmane, peut-être, qui sait de tous ces papiers d'alliance avec les nazis. Vous voulez dire que jusqu'à présent on a parlé du rôle du christianisme par rapport à ça, mais on pourrait aussi parler du rôle de l'islam par rapport à ça. Bon, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est vrai que c'est un sujet important, aussi bien au niveau historique, parce que les musulmans ont participé au nazisme, bien sûr. Je vais dire quelques mots très simples, c'est que le nationalisme palestinien naît du nazisme. C'est-à-dire le nationalisme laïque juif, le sionisme laïque juif, naît des révolutions nationales, nées des États-nations. Je ne parle pas de l'aspiration de venir en Israël, le retour en Israël, etc. Je parle au niveau des laïcs. Le sionisme laïque naît de ceci, c'est-à-dire de la possibilité pour les États de se créer, de se donner un contrat social, etc. Ça naît de là. Par contre, le nationalisme palestinien, lui, naît purement du nazisme. Il naît à cette époque-là, à ce même moment. Et donc ces aspirations sont complètement différentes. Donc je veux pas trop rentrer parce que à la fois dans l'historique et à la fois dans quel est le rôle que prend l'islam dans le fait qu'il nous empêche de remplir notre propre rôle, je veux pas trop rentrer. Mais juste simplement, je veux réapprofondir la notion-là par rapport au fait que les autres nations, disons d'une certaine manière en négatif, le peuple juif, c'est vrai, a été remis à la tête de l'histoire. Si vous voulez, ce qui a tant gêné, ce qui jusqu'à aujourd'hui gêne pas mal d'historiens, et même des gens comme Le Pen qui dit c'est un détail. Pourquoi Le Pen dit c'est un détail de l'histoire? Parce que ce qui gêne beaucoup les nations, c'est qu'Israël revienne à la tête de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Il y a eu 55 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on s'intéresse à ces 6 millions de morts? Pourquoi aujourd'hui dans les écoles, et ça, je veux dire, les anciens combattants qui ont été déportés à Buchenwald et à Dachau et à Dachau et tout ça, mais ils comprennent pas pourquoi on parle des rescapés de Auschwitz, pourquoi on parle pas de nous. Nous on est des résistants, nous on a fait la grande histoire, nous on a eu 55 millions de morts, pourquoi on va parler des 6 millions de juifs? Ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre, et en quelque sorte, de manière violente, c'est vrai, de manière contre notre gré, le peuple juif a été remis dans les flashs de l'histoire. Vous savez, on dit toujours, il y a toujours cette question, est-ce que sans la Shoah, il y aurait eu l'État d'Israël? C'est évident que sans la Shoah, le sionisme existait avant la Shoah. Il y avait déjà des hôpitaux ici, il y avait déjà des armées ici, il y avait déjà des parlements ici, il y avait déjà un État
avant que même l'ONU fasse le partage, etc. Mais, quand on voit comment s'est pris la décision en novembre 47 du plan de partage, les voix, quand on se rend compte comment les votants ont regretté tout de suite d'avoir voté pour le plan de partage et ont dissuadé Ben Gurion de créer son État, c'est en quelque sorte comme s'il y avait eu un moment d'inadvertance dans l'histoire. Ah, mince, on a créé l'État d'Israël. Oh, zut. Oh, on s'est pas rendu compte. Non, attendez, on ne pensait pas que le compte serait comme ça. Non. Ce moment d'inadvertance, il a derrière lui toute la Shoah. Premièrement, ce moment d'inadvertance, il a derrière lui toute la Shoah qui a déclenché ça. Deuxièmement, pour que l'État d'Israël y survive, quand on voit comment se sont passées les premières guerres, etc., il fallait aussi toute la Shoah parce que les dirigeants de l'État savaient qu'ils pouvaient compter sur personne. Et savoir qu'on peut compter sur personne, c'est pas l'histoire juive qui nous l'apprend, c'est pas l'histoire juive. Parce que quand on est chassé d'Espagne, on va au Portugal. Quand on est chassé du Portugal, on va en Hollande, il n'y a pas de problème. On peut toujours compter sur des alliés. Les alliés bougent, mais on va compter sur d'autres alliés. Mais ne plus pouvoir compter sur aucun allié dans tout le monde entier. Il a fallu ça pour qu'un petit État de rien du tout en danger de mort contre des millions d'Arabes puisse dire « j'ai personne avec moi, j'ai pas d'alliés ». Vous me dites, le vote est une erreur, arrêtez, ne déclarez pas votre État, nous on déclare notre État. Vous me dites on va être tué, on n'en a rien à faire. Il n'y a personne, on est tout seul. Vous voyez, alors c'est pas que la Shoah est, grâce à la Shoah, il y a eu l'État d'Israël, ou c'est la cause de choses comme ça. Mais cet événement immense de la Shoah a aussi eu une influence sur d'autres événements immenses qui certainement n'auraient pas eu lieu. Pour le vote de l'ONU, on est pratiquement sûr que ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ça. Voilà. C'est bon.